Eh bien, bonsoir à tous. Nous poursuivons notre recherche d'idées amenant l'humanité vers une nouvelle éthique. Donc, nous avons déjà, lors des 3 premiers mois, abordé l'idée qu'il était intéressant de penser en termes de vibration par rapport à l'évolution. On a abordé également l'idée intéressante de cycle. Et puis, donc, la fois dernière, ces cycles nous ont amenés à penser à la mort et donc à toute l'histoire cyclique de la vie et de la nécessité de la disparition des formes. Aujourd'hui, nous allons donc nous intéresser à une idée intéressante par rapport à cette nouvelle éthique. Que penser de l'avenir? Y a-t-il un avenir? Et quel avenir nous est réservé? Alors c'est vrai que par rapport à cette question, quand on s'interroge là-dessus, on se dit mais c'est vrai qu'actuellement, vu les événements, on est un peu inquiet sur l'avenir de l'humanité. On se dit tiens mais on tourne en rond, peut-être justement l'histoire des cycles, est-ce qu'on avance ou on n'avance pas? C'est comme si on revenait à une guerre froide avec non plus l'URSS mais la Russie. Finalement, bon, ça tourne toujours un petit peu en rond sur d'autres points de vue. Y a-t-il un avenir du point de vue économique? On voit ça pas très bien non plus. Bref, où est-ce qu'on va? Donc, est-ce que dans une nouvelle éthique, on peut essayer vraiment d'incorporer l'idée intéressante d'avenir? Quel avenir nous réserve justement donc ce qui va se passer? Vers où nous allons? Quel futur nous attend? Tiens, futur, 2 termes. Futur et avenir. Est-ce que c'est la même chose? C'est vrai que si vous regardez les dictionnaires, on pourrait presque dire que c'est la même chose. Futur et avenir, souvent, sont renvoyés un petit peu dos à dos. On vous dit l'avenir, c'est ce qui va se passer dans le futur, et le futur, c'est ce qui va venir. Donc c'est vrai que du coup, ça ne renseigne pas beaucoup. Pourtant, ce sont 2 termes qui sont assez différents. Le futur, c'est quelque chose qui sera. Ça appartient d'ailleurs au verbe être. C'est vraiment quelque chose qui sera. Et c'est vraiment une qualité du temps. Donc de toute façon, quoi qu'on fasse, quoi qu'il arrive, le futur viendra. Le futur se déroulera. Le futur existera. Et bon, est-ce qu'on sera là ou pas là? Peu importe, mais il y aura de toute façon un futur. C'est par rapport au présent. Par contre, pour ce qui est de l'avenir, ça c'est quelque chose qui est tout à fait différent parce que ça vient de qu'est-ce qui va advenir. Qu'est-ce qui va advenir? Et on va retrouver ça, justement, c'est l'origine latine, ad venire, donc qu'on a gardé comme ça. Qu'est-ce qui va advenir? Qu'est-ce qui va nous arriver? Et bien, ça, c'est vrai que du coup, c'est quelque chose qui est beaucoup plus actif. C'est pas quelque chose qui forcément arrivera un jour. C'est beaucoup plus qu'est-ce qui va advenir dans le futur? Quels sont les événements? À quoi est-ce qu'on peut s'attendre? Et à partir de là, finalement, est-ce que nous, on a une responsabilité ou pas? Et donc, la notion d'avenir, c'est véritablement quelque chose que même dans le vocabulaire, on ne se trompe pas par rapport au futur. Par exemple, on va dire ce garçon est promis un brillant avenir. On ne dit pas il est promis un brillant futur. Ou bien on dit il faut absolument que tu penses à préparer ton avenir. On ne dit pas à préparer ton futur. Mais le futur, on sait que de toute façon, il sera là. L'avenir, on sent qu'il y a vraiment quelque chose qui est à faire, peut-être à préparer. Peut-être que finalement, c'est quelque chose qui n'est pas inéluctable. Est-ce que l'avenir est écrit? Est-ce que l'avenir, c'est quelque chose qui est de toute façon, voilà, c'est pas la peine de le faire. Au cas, pourquoi est-ce qu'il faudrait le préparer? Pourquoi est-ce que finalement, on a un brillant ou pas un brillant avenir? Donc on sent bien qu'il y a une notion de responsabilité. On sent bien qu'il y a quelque chose qui est à faire. Alors peut-être que finalement, l'avenir, ça dépend de ce que nous allons le faire. Ça dépend aussi peut-être de comment nous allons le penser. D'où le titre de ce soir, Penser l'avenir. Il ne vous a pas échappé que je l'ai écrit avec un A circonflexe, donc on a pensé l'avenir, parce que tout simplement, c'est la traduction française de advenire, donc en latin, c'est vraiment ce qui est avenir. Et c'est vrai que ça s'écrivait d'ailleurs un certain temps comme ça, et puis progressivement, on a fait toucher les 2 mots, et on a eu donc ce terme avenir de cette manière-là. Mais c'est exactement donc la même chose, sauf que c'est vrai que l'écriture comme ça montre bien que peut-être il y a quelque chose à faire pour que ça vienne vraiment. Il y a peut-être une responsabilité humaine, et c'est ce que nous allons essayer de mettre en évidence ce soir. Alors l'avenir, depuis très très longtemps, c'est vraiment quelque chose qui nous a souvent échappé. L'avenir, qu'est-ce que ce sera l'avenir? Donc, qu'est-ce que sera le futur? Généralement, on mélange un petit peu les deux. Et là, on tombe généralement très très vite sur l'avenir tel qu'il aimait, tel qu'il vient peut-être d'en haut. Donc on parle de Dieu aussitôt. Ça évoque tout de suite l'idée de Dieu, l'avenir.
Mais là, on tombe aussi sur cette phrase, les desseins de Dieu sont impénétrables. Donc pendant très très longtemps, on a entendu ça, donc les desseins de Dieu sont impénétrables, donc vous ne pouvez pas pénétrer, donc rentrez pas, donc l'avenir, vous ne savez pas ce qu'il y a derrière. Bon, alors l'avenir, c'est quoi? Qu'est-ce qui peut faire advenir des choses ou pas? Bah, le hasard, pour beaucoup de personnes, c'est la seule chose qui peut faire advenir des événements. Ou bien la nature. Mais la nature est imprévisible. Donc il y a des choses qui adviennent que pourra, mais finalement, on ne sait pas trop finalement de quoi sera fait l'avenir. C'est quelque chose qui nous échappe complètement. Vous remarquerez que pour nous, dès qu'on évoque le mot avenir, derrière ce mot, il y a toujours la notion de pouvoir. Quel est le pouvoir fondamental capable de faire advenir ou pas certains événements? C'est pour ça que finalement, dès qu'on parle d'avenir, on parle de Dieu, on va parler de la nature, on va parler de la planète, on va parler d'un certain nombre de choses. Et finalement, on parle de... Mais qui a le pouvoir de créer l'avenir ou de changer l'avenir ou d'influencer sur l'avenir? Alors comme, du point de vue de Dieu, la nature ou du hasard, on n'a pas tellement de réponses par rapport à ça, on peut se reporter sur des pouvoirs qu'on connaît beaucoup plus, ou du moins qu'on approche beaucoup plus, qu'on fréquente beaucoup plus au niveau du quotidien. C'est-à-dire tout ce qui est pouvoir sur la planète. Donc les hommes politiques, les banques, les milieux d'affaires, tous ceux qui commandent, tous ceux qui sont ce qu'on appelle les puissants. Et là, souvent, quand on parle justement de l'avenir, on pense souvent à ces puissants, en disant, mais quel avenir ils nous réservent? Au point de vue économique, au niveau financier, au niveau politique, au niveau de la guerre, au niveau de la paix, quel avenir tous ces gens-là nous réservent? Et là, on sent bien que c'est vrai qu'une fois de plus, on a identifié le pouvoir. On a identifié quels sont les gens qui ont le pouvoir de faire advenir l'avenir, justement, de telle ou telle manière, avec telle ou telle qualité. Mais vous remarquerez que s'agisse de Dieu, de la nature, du hasard ou de ses puissants, nous, on n'est pas dans le coup. Hein. De toute façon, on n'est pas dans le coup. Ça ne fait pas partie de nous, donc on sent bien qu'à chaque fois, on sent que l'avenir dépend de gens, de puissance, de pouvoir qui nous échappent et par rapport auxquels on n'est pas spécialement consulté. Donc, quand on parle en termes de politique, on a toujours l'impression de ne pas du tout pouvoir décider de l'avenir, d'autant plus que lorsque l'on vote, c'est très réduit. Hein. Finalement, on voudrait dire oui ou non, pour ou contre. Et moi, j'ai envie de dire oui, mais c'est pas si ça. Non, on ne vous demande pas oui ou non. Oui, mais ce que je voulais dire, c'est qu'il faudrait dire des tas de choses comme. Non, mais c'est tout. Vous avez juste un papier, si oui. Bon, alors non. Mais voilà. Donc, c'est pour ça qu'à partir de là, c'est vrai que on se dit, mais qu'est-ce qu'on y peut? Est-ce qu'on peut vraiment changer l'avenir? Parce que vraiment, nous, on a l'air d'être un petit peu impuissants par rapport à ça. Donc, par rapport à toutes ces notions-là, on pourrait dire, est-ce que vraiment est-ce qu'on a un pouvoir ou pas? Est-ce qu'on est simplement simple spectateur? C'est vrai que depuis très 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 longtemps, on pourrait dire, on est simple spectateur de tous les agents du pouvoir. On voit les choses qui arrivent, on sent qu'on n'a pas du tout d'influence dessus. Même souvent, depuis qu'on vote, on se demande si vraiment on a une influence dessus. Donc on est vraiment simple spectateur. Et puis c'est vrai que de plus en plus, en conscience individuelle, on se rebiffe, on a envie de participer, on a envie de dire son avis. On se dit, mais c'est vrai qu'on a toujours l'impression que le plan est inéluctable. Maintenant, quand on cherche à donner son avis, quand on cherche à changer les choses, il y a toujours quelqu'un pour nous dire, vous y connaissez, vous, en finance? Bon, alors faites-moi confiance. Il n'y a pas d'autre solution. La phrase terrible. Dès que vous essayez de changer les choses, mais non, il n'y a pas d'autre solution. C'est la seule solution possible. On ne peut pas faire autrement. On est obligé. C'est comme ça et ce ne sera pas autrement. Ce qu'on appelle la pensée unique, que tous les spécialistes essayent de vous mettre. Et là encore, on vous dit, voilà, il y a un plan. Et ce plan, c'est comme ça. C'est pas le plan divin, hein, mais c'est le plan. Alors c'est la loi du marché, c'est le plan des pays, c'est l'Europe, c'est le concert des nations. C'est comme ça, on n'y peut rien. Donc à partir de là, à partir de ce plan, cherchez pas, il n'y a que ça à faire. Et à nouveau, on se dit, voilà, moi j'ai essayé de participer, j'ai essayé de dire quelque chose, et je me retrouve à nouveau dans un état d'impuissance. Sauf que, depuis quelque temps, depuis quelques années, il y a un réveil des consciences qui est vraiment très important. Et on se rend compte finalement que, à partir d'expériences,
on a de plus en plus de personnes qui bousculent le plan, qui bousculent le c'est pas possible, qui bousculent le croyez-moi, il n'y a que cette manière-là. Et qui décident finalement de dire mais non, 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 nous on a notre mot à dire et ça ne va pas être simplement oui ou non. Maintenant, nous, on voudrait participer. Et voilà pourquoi on a des expériences un petit peu partout dans les élections, par exemple, de listes collégiales, on a des expériences d'initiatives citoyennes, on a des expériences de réunions, de collectifs, de toutes sortes, où finalement de plus en plus de personnes se réunissent, proposent quelque chose, bousculent les codes habituels, bousculent le processus des puissants, et finalement amènent quelque chose de tout à fait nouveau. Le premier élément que tout le monde connaît parce que ça a été présenté au monde, c'est l'expérience de la ville brésilienne de Porto Alegre, où dans cette ville, depuis quelques années, eh bien, il y a ce qu'on appelle le budget participatif. C'est-à-dire qu'il y a 10% du budget de la ville, on peut me dire c'est pas beaucoup 10%, mais quand même c'est intéressant, 10% du budget de la ville qui est discuté par les habitants, qui se réunissent dans les quartiers, qui se réunissent régulièrement, donc en petits collectifs comme ça, et qui décident de voir, nous, l'argent, on en aurait besoin pour faire ceci ou cela. Et ça a étonné beaucoup les responsables communaux, tout simplement parce que eux, ils ne vivent pas dans les quartiers. Et donc, finalement, ils s'attendaient à ce que les habitants demandent ceci ou cela, et pas du tout. Ils demandaient des choses très simples, et des choses du quotidien, et des choses du bon sens, simplement parce que c'est les gens qui le vivent de l'intérieur. Le problème, souvent, des pouvoirs qui font advenir des choses, mais c'est qu'ils amènent des choses pour le bien des gens, ou du moins pour ce qu'ils estiment le bien des gens. Il faut arriver à se rendre compte qu'en réalité, personne ne doit nous dire ce qui est bien pour nous. Des gens qui prétendent de l'extérieur nous dire c'est ça qui est bien pour vous, non, 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 ça ne va pas du tout. C'est nous-mêmes qui devons nous prendre en charge pour chercher à percevoir qu'est-ce qui est le mieux pour nous. Et donc, cette expérience de Porto Alegre a fait beaucoup de petits. Donc, un peu partout dans le monde, eh bien, ça s'est passé. On le sait peu, par exemple, mais en France, il y a des expériences. À Saint-Denis, dans la banlieue parisienne, il y a d'autres expériences, même des petites villes en France, qui ont aussi lancé cette idée du budget participatif. Alors je ne sais pas si elle va le faire, mais Anne Hidalgo, la nouvelle maire de Paris, a décidé que 5% du budget de la ville de Paris serait discuté en budget participatif. Vu l'immensité du budget parisien, ça va faire une sacrée somme. Intéressant, parce que vous voyez, si c'est Paris qui lance ça, c'est quelque chose qui risque de faire école. Alors bien sûr, il y a des inconvénients, bien sûr, quelquefois c'est loyauté, parfois les communes se réservent le droit d'en parler à leurs ingénieurs pour voir la faisabilité des demandes. Bon, mais peu importe. C'est quelque chose qui avance, c'est quelque chose qui progresse, c'est quelque chose, l'idée est là, et ça ne cesse finalement d'avancer. Intéressant aussi de voir l'expérience espagnole, cette fameuse ville de Marinaleda, du côté de Séville. 2000 habitants, bien sûr, ce n'est pas une grande ville, mais qui à partir de là a vraiment décidé de s'organiser complètement d'une manière hyper sociale, donc en venant des crèches quasiment gratuites, des transports quasiment gratuits, etc., avec un revenu minimum pour chaque habitant. C'est une expérience qui n'a pas du tout plu en Espagne. Le maire qui simplement, alors vraiment un porte-parole, le gars vraiment, c'est vraiment quelqu'un qui ne joue pas du tout la carte du pouvoir, il est sans arrêt sur toute décision est à nouveau resoumise à l'ensemble de la population. Il y a constamment comme ça donc un brassage de toutes les décisions possibles et tout le monde c'est une véritable collégialité. Ce maire-là, il a subi 2 attentats. Parce que ça ne plaît pas du tout à d'autres endroits dans le pays. Bon, mais là encore, c'est possible. Pourquoi est-ce qu'on ne diffuse pas ça un peu plus et qu'on se le prend un peu plus? Avez-vous entendu parler des élections municipales? Vous n'avez peut-être pas entendu parler de ce qui s'est passé, sauf si vous avez lu sur le site rue 89, ce qui s'est passé dans la ville de Saillant. Saillant, c'est une petite ville de 1200 habitants, dans la Drôme, c'est pas très très loin d'ici. Et à Saillant, figurez-vous que le maire était un maire qui, comme beaucoup de maires, heureusement pas tous, mais comme beaucoup de maires, estime très rapidement que la ville, c'est son truc, c'est son domaine. Et donc, très rapidement, vous avez des gens qui se prennent au jeu, que ce soit quelquefois des hommes politiques, que ce soit des gros responsables de régions, que ce soit des maires, etc. Ils estiment que finalement, très rapidement, c'est leur truc à eux. Que ce soit un petit village, vous avez dans des petits villages des maires qui dominent, c'est ma tribu, c'est mon territoire, ou que ce soit grand comme Marseille, je dis ça à Marseille à tout hasard, et donc vous avez des gens qui estiment que c'est vraiment leur domaine et que pas touche, je mourrai là où il faut. Et puis donc, dans ce système d'installation, c'est vrai qu'à Saillant,
Bah, il y avait un maire un peu comme ça qui décidait tout seul depuis des années. Beaucoup de ses décisions étaient impopulaires, mais il s'en fichait éperdument. Il savait, lui, ce qui était bon pour la population. La population en a eu tellement marre que finalement, ils se sont organisés, il y a plusieurs mois de ça, en liste collégiale. Ils ont décidé de faire une liste collégiale. Ils se sont réunis, les réunions ont réuni jusqu'à 250 personnes. Sur 1200 habitants, ça fait pratiquement le quart de la population. C'est énorme. Et ils ont maintenu pendant des mois et des mois les réunions. Et ils ont réussi, avec des débats qui n'étaient pas toujours faciles, finalement à faire un programme qui se tenait, à revoir complètement la définition de la ville, ce qu'ils voulaient pour la ville, ce qui était important par rapport à la ville, par rapport à ses habitants, etc. Mais même dans les détails, leur système était vraiment extraordinairement bien fait et bien détaillé. Eh bien, cette liste, naturellement sans aucune étiquette politique, puisqu'elle mélange certainement, mais personne ne sait l'étiquette politique de d'aucun, eh bien cette liste qui n'a même pas voulu savoir avant le jour de l'élection qui aurait pu être maire, parce que tout simplement il ne voulait pas qu'on vote pour quelqu'un, mais pour des idées, eh bien elle est passée avec pas loin de 60% des voix au premier tour. Et le maire, ben c'est sûr que ça lui a fait un choc, mais il s'y attendait pas du tout, quoi. Alors on peut dire, mais qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on attend? Alors, il y a eu beaucoup de mouvements comme ça. Il y en a eu sur Chambéry, il y en a eu un peu partout, où on a essayé de faire des listes collégiales, des gens qui se sont réunis pour dire, si nous, on ne se présente pas, au moins, est-ce qu'on ne pourrait pas présenter nos doléances ou nos demandes ou notre travail, simplement, donc à une liste, en vous disant, est-ce que ça vous intéresse de reprendre ça? Bah, c'est vrai que pour l'instant, que ça inspire pas assez, parce qu'on est toujours dans le système ancien de l'autorité. Croyez-moi, il y a un plan. On ne peut pas faire n'importe quoi. Laissez faire les autorités. Laissez faire ceux qui savent. Nous pouvons mieux que vous faire votre bonheur. Votez pour nous. Eh bien non. Et ça va aller de plus en plus. Et il faut se rendre compte qu'effectivement, cette histoire du pouvoir qui fait advenir notre avenir, c'est terminé. Oh, ça va encore avoir quelques dizaines d'années devant soi, mais on sent que ça va être de plus en plus grignoté. Parce que de plus en plus, eh bien, ces mouvements de collectifs, ces mouvements de listes collégiales, ces mouvements finalement de décision globale, eh bien, ça va nous intéresser de plus en plus. On pourrait dire, mais toute cette histoire de pouvoir qui détient notre avenir, c'est la faute de quelques-uns, qui sont tous ces hommes de pouvoir, qui aiment le pouvoir. Non, 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 non. C'est aussi notre faute. C'est qu'on leur laisse ce pouvoir. Pourquoi on leur laisse ce pouvoir? Mais parce que c'est pratique. Mais c'est très très pratique d'avoir des gens qui vont s'occuper de ça. Moi, alors là, m'occuper de la vie de ma commune, m'occuper de ceci, de cela, oulala, pouf, non, moi j'ai autre chose à faire, j'ai pas envie de m'embêter, j'ai pas envie d'avoir des réunions le soir, j'ai pas envie le week-end d'être pris par ça, ça, ça. Donc on vote, il y a des gens que ça passionne, tant mieux pour eux, hop, on les laisse. Donc on est très 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 largement responsable de ça. C'est que la plupart du temps, il y a une désaffection. Donc c'est certain que si vous mélangez les deux aspects, une désaffection des gens par rapport à leur avenir, et puis pour des gens qui s'intéressent de manipuler cet avenir, bah, ça donne la situation dans laquelle nous sommes maintenant. Seulement, ce qui est intéressant, c'est que plus on se pose, nous, la question de l'avenir, plus finalement on voit naître quelque chose qui est important, qui est la responsabilité de chacun. Soyons de plus en plus responsables. Ça, c'est véritablement quelque chose qui va être un mot-clé dans cet aspect-là. Et bien sûr, cette responsabilité, ça va nous demander de nous donner aussi à cela. Tout simplement parce que ce n'est pas évident. Par exemple, c'est vrai que si je suis conseiller municipal ou si je suis adjoint ou si je suis maire d'une grande ville, bon, il y a un salaire qui va avec. Il faut vraiment atteindre les grandes villes pour avoir un salaire intéressant. Sinon, c'est vraiment des défraiements. Mais dans les petites villes, dans les petits villages, c'est vraiment complètement de l'ordre du défraiement. Ce qui veut dire que finalement, pouvoir avoir un mandat comme ça, c'est véritablement un sacerdoce. C'est véritablement donc se donner. C'est véritablement de l'ordre du service. C'est décider de donner finalement de son temps, de donner de son énergie par rapport à ça. C'est pour ça qu'il y a tellement de personnes qui ne sont pas prêtes à le faire. Dans certains villages, il y a même tellement de personnes qui ont donné, qui ont donné, qui ont donné, puis qui disent ça suffit. Moi, j'ai fait 6 ans là-dedans, 6 ans avec des réunions le soir, 6 ans à faire ceci, 6 ans dans la paperasse, 6 ans à avoir des week-ends parfois. Place aux autres. Oui, mais il n'y a plus d'autres. Et tout le monde dit responsable? Non, 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 non. Et puis ceci dit, bah, quand il y a des pauvres gars qui disent bah, écoutez, nous, on va y aller, on va y aller, on va y aller. Et ben c'est vrai que c'est très facile après de dire ouh les vilains, c'est mal fait ça, je vote contre. Bon,
Alors, c'est intéressant de voir ça finalement, mais quelle est notre responsabilité? Hein, quelle est notre responsabilité par rapport à cette histoire où finalement on se contente quelquefois de voter pour, de voter contre, sans s'engager beaucoup plus? Et puis finalement, quand je ne sais pas, et puis que je boude, parce que je suis de mauvaise humeur, ça ne va pas, je m'abstiens. J'irai pas voter. Ça leur apprendra. Alors, pourquoi pas? Mais à condition que cette abstention se double de ma part de quelque chose de clair. Se double de ma part, effectivement, de faire, je sais exactement, j'ai une pensée claire par rapport à ça. Vous voyez, on peut ne pas avoir effectivement le temps. On peut très bien se dire, moi, j'ai pas du tout du temps, je suis complètement pris avec toutes sortes de choses. Donc, même si je le voulais, je ne pourrais pas effectivement rentrer comme ça dans des responsabilités communales, politiques, nationales, etc. Absolument, pourquoi pas? Mais ça exige quoi de ma part? Ça exige d'avoir une pensée claire. Qu'est-ce qui doit être? Qu'est-ce que je pense vraiment? Et pas une pensée claire négative. Parce que ça, on l'a tous. Ça, c'est très facile. Qu'est-ce que tu penses de la politique actuelle? Il y en a marre de ceci, il y en a marre de cela. Je ne veux plus entendre parler de ça, je ne veux plus ça, puis je veux que ça s'arrête et que ça recommence pas. Oui, ça c'est très négatif, mais qu'est-ce que tu veux? Eh ben, ce que je veux, c'est, je veux plus de, enfin, tu vois, mais en tout cas, je veux que ça s'arrête. Ben non, la plupart du temps, on ne sait pas vraiment ce qu'on veut. Or, c'est vrai que notre première responsabilité, elle serait là, penser clairement l'avenir. Donc c'est vrai que commence là notre responsabilité. Ce qui doit advenir dans la gestion communale, ce qui doit advenir dans la gestion politique, ce qui doit advenir dans l'Europe, on va nous le demander bientôt, à nous d'être très clairs dans la pensée par rapport à ça. Avoir deux, trois idées, pas forcément des idées d'application, c'est pas forcément notre boulot, mais au moins l'état d'esprit. Pour moi, pour l'Europe, il y a ça, ça et ça qui sont vraiment trois pensées fondamentales à respecter. Ou pour ma commune, ou pour l'État, ou pour un processus partiel, pour moi, pour l'éducation ou pour la santé. Voilà, à chaque fois dire, voilà, ce qui me paraît important, c'est ces trois éléments-là. Sachant que la pensée est collective, sachant que nos pensées voyagent à travers le monde de la pensée, sachant que la pensée est épidémique, plus nous avons une pensée claire, plus nous construisons ensemble une nouvelle pensée. Et nous construisons du coup ensemble l'avenir. Et puis, si cette pensée claire peut se doubler effectivement de responsabilité et que nous pouvons aider à manifester les idées d'hier, qui sont devenues les idéaux et puis qui doivent devenir maintenant les idoles qui se mettent en place, si nous pouvons réussir évidemment à mettre tout ça en place, bah, tant mieux. Mais vraiment, c'est là notre responsabilité. Et c'est là où nous montrons que finalement, bah, nous nous intéressons de plus en plus à l'avenir. On le pense et éventuellement on y participe parce que les plans, c'est quelque chose qui doit se discuter. Il ne peut pas y avoir un plan pondu par quelqu'un ou par quelques spécialistes ou par quelques partis ou par une personne, c'est fini. L'histoire, maintenant, il y a un côté qui est complètement ringard à avoir encore un président de la République qui déciderait tout seul. Mais on est encore dans le système des rois. Mais c'est terminé, c'est fini. Ça, c'est vraiment l'ancien système du pouvoir. Et on dit, mais qu'est-ce qui va décider? Qu'est-ce qu'il va dire? Qu'est-ce qu'il va faire? Et l'autre, va-t-il se représenter ou pas? Est-ce que c'est un homme de la situation? Est-ce que l'autre va le redresser? Mais on est quoi, nous, par rapport à ça? Spectateurs? Impuissants? Et si on décidait que penser l'avenir, ça nous appartient? Et que si on donne effectivement mandat à quelques personnes, c'est pour faire ce que nous pensons et ce que nous décidons. Et que les gens en place ne confondent pas mandat et pouvoir pour préparer notre avenir. Mais encore une fois, c'est notre affaire. Encore une fois, c'est notre responsabilité. Encore une fois, c'est de réaliser que nous devons sortir de l'ancienne attitude du fait qu'il y a toujours des gens qui savent, il y a toujours des gens qui ont le pouvoir, il y a toujours des gens qui commandent et que nous, on ne peut pas faire grand-chose et qu'on peut simplement juste un petit bulletin de vote de temps en temps. Il faut que dans l'évolution de la conscience, comme une nouvelle éthique, on se rende compte que les plans, ça se discute. Les plans, c'est forcément quelque chose qui se fait ensemble. Les plans, l'histoire de la planète, l'histoire de l'humanité, c'est vraiment à nous de le décider ensemble. Et pour ça, il va falloir bien sûr qu'on se réunisse. Il va falloir qu'on discute. Et c'est vrai que ça va nous prendre du temps, mais ce serait passionnant. Rendez-vous compte si de plus en plus dans l'humanité, les trois exemples que je viens de vous donner, bah, si ça se répandait de plus en plus.
Si chacun d'entre nous, on se sentait, à tour de rôle bien sûr, si c'est toujours les mêmes, c'est souvent le cas actuellement, si c'est toujours les mêmes qui doivent être en réunion, etc., c'est vrai que c'est un petit peu lourd. Par contre, si on est tous vraiment de plus en plus concernés, il y aura toujours des gens, il y aura toujours du monde, il y aura toujours un turnover qui fait que finalement, ces gens-là se sentent de plus en plus concernés et participent à ces réunions. Alors on pourrait dire, ouais, mais ces réunions, on les connaît. Ces réunions, c'est la conscience individuelle qui triomphe. C'est toujours, oui, alors moi, mon histoire. Alors moi, il faut que je vous raconte. Alors moi, ce qui m'est arrivé par rapport à ma maison. Oui, mais alors moi, c'est pas pire. Car moi, pour mon appartement. Et alors moi, dans mon quartier, si je voudrais demander ça. Alors moi, ce que je vous demande particulièrement, donc en ce qui me concerne, donc c'est affreux ce genre de réunion. Comment tu veux qu'on construise quelque chose? Oui, mais les solutions existent. Partout maintenant, on assiste à des enseignements concernant la communication de groupe. Il y en a à toutes les sauces. Le nombre de thérapies de groupe qui existent sur différents niveaux, mais c'est extraordinaire, dans lesquelles on vous donne des conseils simples, pour parler en votre nom, ne donnez pas de conseils aux autres, etc. Donc c'est des choses qui sont archi connues. La communication non violente, ça se répand depuis des années. Même la méthode Salomé, la méthode Esper, etc. Bref, pour en citer que deux ou trois, il y a vraiment, véritablement maintenant pléthore de méthodes de communication avec toujours les mêmes conseils, toujours les mêmes histoires. Arrêtez de dire non aux autres, proposez quelque chose, ne donnez pas de conseils, parlez en votre nom, etc. Bref, c'est toujours un petit peu les mêmes choses. On pourrait même retrouver les 4 accords Toltec. À chaque fois, c'est exactement la même chose. Pourquoi les groupes ne pourraient pas se faire aider pendant un certain temps pour apprendre à communiquer? Simplement, puis après, allez-y. Maintenant, vous savez communiquer, vous avez les bases, c'est pas compliqué. Il peut y avoir quelqu'un qui joue toujours un petit peu le rôle de modérateur si jamais. Et puis voilà. Et puis on y va. On est citoyen et on discute tout et on propose tout et on se rend compte que notre avenir, c'est notre affaire. Et c'est pas l'affaire de plans, de personnes comme ça qui ont le pouvoir. Le pouvoir, c'est nous. Là, il y a vraiment quelque chose, vous voyez, qui bascule. Alors ça, c'est sûr que dans une nouvelle éthique, c'est quelque chose qui va prendre de plus en plus d'importance. Mais ce n'est pas très très nouveau. Ça, c'est en train de se faire, c'est en train de se développer. Les exemples de Porto Alegre ou de Marina Leda, etc., ça dure plusieurs dizaines d'années. Donc c'est vraiment quelque chose qui existe et qui simplement, quelquefois, peine à se développer. Pourquoi? Parce que tous ceux qui ont le pouvoir et qui sont contents de l'avoir n'ont pas trop envie de céder. Et puis tous ceux qui sont un peu mous de la responsabilité sont pas non plus pressés de s'engager. Tu crois, faut y aller dans ce genre de réunion. Je ne sais pas si j'ai le temps. Bon. Donc, avec la combinaison de ces deux éléments, c'est vrai que ça avance doucement. Mais ça avance et je crois que si on prend de plus en plus conscience de l'importance de ça, on ira encore plus vite. Maintenant, allons un petit peu plus loin. Maintenant qu'on a vu que c'était nous le pouvoir de l'avenir, c'était nous qui avions la capacité de faire advenir les choses et qu'on devait s'en emparer, qu'est-ce qu'il en est de choses un petit peu moins concrètes, de choses un petit peu plus essentielles? Qu'est-ce qu'il en est finalement d'un avenir de l'humanité, fondamentalement, du point de vue de l'âme, du point de vue du global? Là, on va retrouver un petit peu les mêmes choses. On va dire, là, du coup, tu nous renvoies aussitôt, à nouveau, le dessein de Dieu, quoi. Les choses. Donc, qu'est-ce qui se passe? Encore une fois, c'est même si on sort des enseignements traditionnels qui font que les desseins de Dieu sont impénétrables et que maintenant on peut commencer à pouvoir les pénétrer, c'est quand même pas si évident. Bon, c'est vrai qu'on peut recommencer, comme pour la première partie. Est-ce qu'on est spectateur par rapport à ça? On l'a été très très souvent. On a été vraiment pendant très très longtemps des spectateurs du plan divin, comme on pouvait l'appeler. Et donc, nous, on était simplement créés par Dieu. On a évoqué ça il y a 2 mois. Il n'y avait pas d'évolution. Dieu avait créé le monde tel qu'il était. Et on avait simplement à se tenir à carreau. Voilà. On faisait partie du décor. On était créés comme ça. Il faut être sage. Moyennant quoi, on s'en tire bien. Voilà, c'est tout. Donc, un peu spectateur. Et notre avenir, je ne vous regarde pas. Bon. Et puis, on s'est éveillé en conscience. Et naturellement, on s'est éveillé spirituellement. Et dans cet éveil spirituel, on se dit non, mais on a le devoir de prendre contact avec ce plan. Nous, l'humanité, nous sommes censés, on découvre même que c'est nous qui sommes censés mettre en place le plan divin sur Terre. Donc, ok, donc faut le savoir. Ce qu'on regrette, c'est que si c'est nous qui devons mettre le plan divin sur Terre, pourquoi Dieu ne nous envoie pas le plan? Franchement, si vous voulez qu'on le mette en place, nous on veut bien, on ne demande pas mieux, mais c'est quoi bon. Donc là, il y a une interrogation.
Mais c'est vrai qu'en imaginant ça, en imaginant qu'on médite, qu'on prie, etc., et on fait tout un travail pour retrouver ce fameux plan divin, on va encore se retrouver avec quelque chose qui va nous paraître un peu dans la même situation que tout à l'heure. S'il y a un plan divin, bon, d'accord, merci, il y a un plan, bon, qu'est-ce qu'on vous faire? Vous obéissez, vous le mettez en place. D'accord, oui, chef. Même si chef, c'est Dieu, voilà, on n'a plus qu'à obéir. Et donc, une fois de plus, on se dit, voilà, on n'a qu'à obéir, c'est la seule chose qu'on a à faire. Mais ça, c'est parce qu'on se traîne une vieille idée de Dieu depuis des milliers d'années, qui était complètement en rapport avec notre conscience, tant qu'on est en conscience de dépendance. C'est complètement normal de se faire l'idée d'un Dieu qui est qui est un père, qui a le pouvoir, et qui dit à ses enfants qu'il aime bien par ailleurs, voilà, faites ceci et faites cela. Oui, mon Dieu. Mais vous voyez, finalement, c'était, oui, mon Dieu, mais excusez-nous de vous parler, nous, pauvres pécheurs. Et mine de rien, quelquefois, même quand on se dit, non, mais on se dégage quand même de cette idée, oui, mais à peine, vous remplacez le mot Dieu par le mot plan, il y a un plan divin, il faut qu'on fasse la volonté du plan divin. Oui, mais c'est pareil, l'attitude est la même. Oui, mais qui suis-je, moi, par rapport au plan divin? Même si j'en connais une bribe, bon, voilà, je vais les appliquer ou pas, d'ailleurs. Bon. Mais, donc, ça revient à la même chose. Quelle idée de Dieu on pourrait se faire? Comment est-ce qu'on pourrait changer un petit peu ce processus? C'est vrai qu'il y a quelqu'un qui demandait à Einstein, est-ce que vous croyez en Dieu? Et Einstein lui disait, expliquez-moi d'abord ce que vous entendez par Dieu, puis après je vous dirai si j'y crois ou pas. C'est une excellente réponse. Donc qu'est-ce qu'on entend par Dieu, finalement? Si c'est plus un Dieu, une espèce de personne, ou un père, ou quelque chose comme une puissance, comme ça, qui est en dehors de nous, de l'univers, qu'est-ce que c'est? Ah oui, c'est vrai que l'idée de Dieu tout-puissant, qui veille sur nous, qui nous regarde, etc., ça a vécu. Déjà parce qu'on a maintenant une autre idée de l'univers. Et donc si on imagine que Dieu, c'est le Dieu qui imprègne complètement l'univers, est-ce que quand on commence maintenant à avoir une idée de ce que représente l'univers, comment se fait-il que moi, perdu sur une planète tout à fait quelconque, dans un système solaire banal, au milieu d'une galaxie ordinaire comme il en existe 250 milliards, si je dis mon Dieu, faites que mon voisin soit plus sympa, il m'entend. Oui, là, on est dans le délire total. C'est certain que ce Dieu-là, il ne m'entend pas, il ne sait même pas que j'existe. Il ne sait même pas que la Terre existe. Il ne sait même pas que le système solaire existe de cette manière-là. Il n'en a pas conscience. Parce que tout simplement, c'est vraiment un niveau infiniment petit. Donc là, il faut revoir ça complètement. Qu'est-ce qu'on pourrait appeler Dieu? On pourrait simplement appeler Dieu la source du pouvoir. La source du pouvoir qui fait advenir les choses dans notre système. Parce que c'est ça qui nous implique. Quel avenir avons-nous? Peut-être que finalement, si tout avenir vient d'un pouvoir, peut-être que finalement, il y a un Dieu, on va appeler ça comme ça, une source de pouvoir qui fait advenir les choses au sein de notre système solaire. Ce serait quoi? C'est très simple. Déjà, il faut qu'on remette bien en place le fait que on a toujours la manie. Il nous faut revoir la façon dont nous situons l'humanité. On a toujours tendance à situer l'humanité comme le sommet de l'évolution. Il y a les minéraux, il y a les végétaux, il y a les animaux, et au sommet de l'évolution, la cerise sur le gâteau, l'homme. Voilà. Le sommet de la nature. Et au-dessus, rien. Si, Dieu, mais bon, c'est pas trop. Voilà. Mais entre l'homme et Dieu, rien du tout. Maintenant qu'on s'y connaît un petit peu plus maintenant scientifiquement, on peut savoir que, à notre échelle, je dis bien à notre échelle, on peut arriver à mettre effectivement 7 règnes. Il y a le règne minéral, qu'on connaît bien, le règne végétal, le règne animal, le règne humain. Bon, ok, c'est nous en tant que personnalité. Le règne qu'on appelle le règne suprahumain ou le règne des âmes. L'âme que nous sommes. Ça, c'est très intéressant d'arriver à voir que ce que le Christ appelait le royaume de Dieu, c'est un règne de la nature. C'est-à-dire, c'est un niveau de conscience particulier. Si la conscience individuelle est l'apanage du règne humain, la conscience d'ensemble, la conscience globale, c'est comme ça qu'on peut définir le règne des âmes. Bon, et après? Après, il y a le règne des planètes, et après, il y a le règne des étoiles. Voilà. 7 règnes. Et à chaque fois, naturellement, ce sont des consciences, avec des corps physiques.
Alors c'est vrai que souvent quand on revoit ça, il y a souvent des surprises. Les planètes, c'est un règne de la nature. Ah oui, oui, puis il y a de quoi. Et les étoiles, ah ben il y a encore de quoi. Quand vous pensez que finalement dans la nature de l'espace, eh bien il y a à peu près 150 milliards d'étoiles par galaxie, et faisons une estimation basse, il y a à peu près 150 milliards de galaxies. Faites la multiplication, si ce n'est pas un règne de la nature essentiel, je ne sais pas ce que c'est. Quant au nombre de planètes, vous multipliez par 2 ou 3 le nombre d'étoiles, et vous avez à peu près le nombre de planètes. C'est aussi un immense règne de la nature. Donc, notre planète Terre, on pourrait dire que finalement, notre premier Dieu, c'est simplement là ce qui fait advenir les choses, et ben, c'est tout simplement la planète Terre. C'est-à-dire que la planète Terre, c'est rien d'autre qu'un corps physique d'une gigantesque entité consciente, bien au-dessus de ce que représente l'âme. Donc pour nous, c'est déjà difficile d'imaginer. C'est donc une gigantesque conscience, avec une conscience qui s'étend donc très loin dans l'espace, et qui a comme corps physique la planète Terre. Et qu'est-ce qu'elle fait advenir, cette conscience? Ben, elle fait advenir tout ce qu'on appelle les phénomènes physiques. Les tremblements de terre, le volcanisme, la dérive des continents, le fait que les continents surgissent ou s'effondrent, le climat, tout ce qui se passe, tout ça, c'est la vie physique de notre planète Terre. Et finalement, il faut se rendre compte que pour nous, ça pourrait être Dieu, tout simplement parce que c'est l'être dans lequel nous avons la vie et l'être. Nous vivons complètement et nous sommes complètement à l'intérieur de cette sphère, pour l'instant, dans laquelle on ne peut pas s'échapper. Donc pour nous, on pourrait dire que la conscience fondamentale, le pouvoir fondamental qui fait advenir des choses et des tas de choses fondamentales pour nous, ben c'est déjà ce qu'on appelle le logos. On n'appelle pas ça une âme pour une planète, on appelle ça un logos. C'est le logos planétaire. Mais lui-même, si on veut remonter un peu plus, ben, il n'est qu'un aspect du système solaire. Donc chaque planète est une âme, mais dépend finalement de quelque chose qui est encore beaucoup plus vaste, c'est le règne des étoiles. Notre Soleil est une étoile, et notre Soleil est aussi le corps physique d'une conscience encore beaucoup plus vaste, et qui comprend finalement l'évolution de toutes les planètes. C'est comme si chaque planète était un chakra de ce gigantesque système solaire. Mais ça ne s'arrête pas là, hein. Notre système, il n'est lui-même qu'un chakra d'un ensemble d'étoiles qui font partie d'une constellation, lesquelles se regroupent en d'autres constellations. Jusqu'à ce que, je passe des étapes, on arrive à une galaxie. Une galaxie, c'est une forme fantastique de 150 milliards d'étoiles. Et donc, il y a une gigantesque conscience qui anime ce gigantesque corps, la galaxie. Donc, à quoi on voit? On s'aperçoit que finalement, le pouvoir, c'est une fractale. Le pouvoir de faire advenir les choses, c'est une fractale. On pourrait dire que le premier Dieu, tel qu'on pourrait l'identifier dans un premier temps, ce serait la Terre. Ce serait l'esprit de la Terre. Et puis l'esprit du soleil. Est-ce que les dieux qui sont suivants peuvent nous avoir quelque chose par rapport à nous? C'est vrai que plus ça va, plus ça s'éloigne, plus les effets sont moindres. C'est vrai que dans la galaxie, quand vous vous rendez compte que le soleil n'est que 150 milliardième, donc une petite cellule de la galaxie. Donc c'est sûr que ce qui est décidé au niveau galactique, ça intervient juste des petites choses. Quant à pour nous, ça n'a pas beaucoup d'effet sur notre vie à nous. Alors là, on pourrait dire, mais alors, ça, c'est une galaxie, mais alors les galaxies se regroupent? Oui, oui, certainement que là, il y a encore d'autres consciences, jusqu'à ce que ça regroupe. Par peut-être qu'il y a quelque chose qui regroupe tout l'univers, et que Dieu, ça serait ça, le truc qui regroupe tout l'univers. Ah, peut-être, mais je m'en fous complètement. Est-ce que ça existe ou est-ce que ça n'existe pas? Mais alors là, vraiment, ça n'a aucune importance. Qu'est-ce que vous voulez que ça nous fasse? C'est de la spéculation pure. Déjà, quand on arrive au niveau de la galaxie, on n'a même aucune idée de ce que ça peut donner. Alors de s'imaginer qu'il pourrait y avoir une gigantesque conscience qui chapeaute tout, tant mieux pour elle. Si elle n'est pas là, ça n'a aucune espèce d'importance. De toute façon, tout ça a sa vie. Nous, qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qui nous fait advenir? Ce sont les pouvoirs avec lesquels nous, on peut se référer. Le pouvoir de la planète, le pouvoir du Soleil. Là, certainement, il y a des choses qui sont importantes par rapport à ça. Et donc, du point de vue de notre travail, nous avons quelque chose à faire advenir du point de vue de cette gigantesque conscience. Mais au-delà, on peut spéculer, mais très certainement que ça a vraiment très, très, très peu d'importance et d'incidence pour nous. Voilà, ça nous dépasse beaucoup trop. Donc, ça ne sert à rien d'essayer d'imaginer, encore une fois, un Dieu qui serait une espèce de pure abstraction dont on ne peut rien savoir, qui n'a certainement aucune idée du fait même que nous existions, alors que finalement, ce serait peut-être déjà une gageure d'essayer d'imaginer c'est quoi l'état d'esprit de la planète ou l'état d'esprit du Soleil, et que ça nous demande quoi, nous, d'apprendre à vivre, qu'est-ce qui doit advenir au sein de ce processus. Déjà, pas forcément évident.
Donc on a une espèce de, oui, de Dieu en fractal, de Dieu local en Dieu qui finalement s'agrandit de plus en plus. Et donc ça change complètement. Et donc finalement on s'aperçoit que c'est intéressant de redéfinir Dieu comme simplement, comme étant finalement l'organisme dans lequel nous vivons. Comme étant simplement finalement le nom que l'on donne à un certain niveau de pouvoir capable de faire advenir des choses sur Terre, dans notre vie. Et puis, inutile d'aller au-delà. Ça nous dépasse. Ça n'est pas notre responsabilité. Mais alors là, on peut dire, mais même là, même là, alors si notre Dieu, c'est l'esprit de la planète Terre, et cet esprit de la planète Terre, il a un plan. Ah oui, oui. Il a un plan qui est relié à celui du Soleil. On appelle même souvent ça, d'ailleurs, le dessein. Tiens, les desseins de Dieu sont impénétrables. Bah oui, tiens, c'est là que ça se passe. Le dessein, c'est-à-dire qu'il y a un but fondamental à toute cette évolution planétaire. Et on peut le savoir, pas facile. Mais qui c'est qui peut le savoir? Bah, tous les gens, toutes les gigantesques consciences qui vivent dans le 5e règne, le règne des âmes, et dont les plus avancés, c'est ce qu'on appelle des maîtres de sagesse. Ce sont ceux qui sont vraiment au top de ce règne, de ce 5e règne. Et eux, effectivement, ils peuvent réussir à percevoir quel est ce dessein. Et lorsqu'ils interprètent ce dessein, et lorsque finalement, donc, nous, on peut peut-être essayer de le voir, nous, on appelle ça le plan. Donc nous, humains, peut-être que finalement, on a des chances de percevoir c'est quoi le plan. Et là, on se dit, bah, d'accord, tu as défini Dieu autrement, mais on n'est pas plus avancé. Hein. On se retrouve avec un chef, un maître, une planète qui nous dit, voilà, c'est ça le plan. C'est tout. Une fois de plus, on va dans l'os. Je ne vois pas où est notre responsabilité. Ouais, parce que justement, on ne se rend pas compte de quelque chose. Toute l'histoire que je vous ai racontée en première partie, toute l'histoire concernant notre engagement politique, notre engagement municipal ou notre engagement dans des associations ou autres, le fait que tout plan à notre niveau se discute, que l'avenir de toute notre société doit se discuter entre nous. Bon. Ce qui est valable du point de vue de la société, c'est forcément valable du point de vue d'une octave supérieure. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est l'octave supérieure qui amène finalement des choses à exister en bas. Si la collégialité est quelque chose qui s'impose parmi nous, si finalement le fait d'être des collectifs, c'est le fait de travailler ensemble, c'est quelque chose qui est de plus en plus évident pour nous maintenant, c'est tout simplement parce que nous sommes de plus en plus sensibles à cette même idée qui est l'idée fondamentale telle qu'elle existe du point de vue des règnes supérieurs. Dans les règnes supérieurs, le dessin, les maîtres, les plans, etc., c'est forcément collégial. Sinon, ce ne serait pas une idée nouvelle que nous commencerions à appliquer dans nos personnalités. Ce que nous faisons en bas n'est que l'image plus ou moins déformée de ce qui existe en haut. Mais attends, tu ne veux quand même pas dire que le plan, ça se discute? Mais bien sûr que ça se discute. Évidemment. C'est encore l'image que nous avons. On nous a enseigné qu'il y avait un plan. Et donc on se dit, bon, il y a un plan, alors, donc, je médite activement et je cherche à percevoir le plan. Et puis quand tu perçois le plan, je vais mettre en place, bien obéissant. Ah mais non, mais c'est pas ce qu'on me demande. Ce qu'on nous demande à chacun d'entre nous, dans la mesure où on est, c'est de dire, mais participez au plan. On vous demande. Les maîtres de sagesse en question, on a tendance encore à les imaginer comme des maîtres de sagesse sur leur petit nuage ou ailleurs. Et nous, on dit, oh maître, si je pouvais prier, mon maître, etc. Mais ils n'en ont rien à secouer de nos prières. Mais gardez vos prières, gardez vos louanges, gardez tout ça. Nous, ce qu'on demande, c'est des collaborateurs. Donnez-nous du temps. Donnez-nous un petit peu de votre conscience. Et qu'est-ce que vous pensez du plan? Qu'est-ce que vous amenez? Vous qui êtes en contact avec les réalités du quotidien, vous qui avez une certaine conscience politique, sociale, éducative, de santé, etc. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous êtes en train de vivre sur Terre? Qu'est-ce que vous ressentez? Quelles sont les urgences à mettre en place? Est-ce que vous commencez à sentir le monde des énergies? Est-ce que vous pouvez travailler avec ça? Est-ce qu'on peut se servir de vous un peu comme outil pour amener certaines choses? Renvoyez-nous des choses. Et donc, finalement, on s'aperçoit que le plan, c'est quelque chose qui se travaille en collégialité. Les disciples, les gens qui sont capables, finalement, quelquefois de se remonter un peu en conscience à ce niveau-là, eh bien, ils apportent leurs nuances, ils apportent leur participation, ils apportent finalement ce qui est possible. Le plan lui-même, avec tous ces personnages, ça se discute sur des milliers de personnes, donc sur Terre, c'est quelque chose qui se discute entre nous.
Ça se fait finalement en tenant compte des dispositions de ce qui se passe dans le monde, de disponibilité des disciples. Si on a besoin, est-ce que tiens, il y a beaucoup de disciples de Rayon 5 en ce moment, on en aurait bien besoin? Non. Bon, bah, cette partie du plan, on va peut-être pas la faire maintenant, on attendra. Bon, vraiment, c'est vraiment quelque chose qui se fait en tenant compte d'une foule de choses et qui requiert justement notre attention. Et une fois de plus, comme on en parlait tout à l'heure, ça demande un don, se donner à ça, accepter de se donner. C'est pour ça, vous voyez, que là encore, est-ce qu'on a envie du plan? Oui, mais qu'est-ce qu'on va me demander? Bah, on te demande du temps, on te demande de méditer, on te demande de t'offrir à ça. Une première loi fondamentale, la loi du don. Se donner à, de manière à ce que quelque chose puisse arriver. Si tu attends que le plan te soit donné comme ça, puis que tu puisses le faire, bah non, c'est exactement, que ce soit dans une municipalité ou que ce soit par rapport à ce plan fondamental, c'est la même histoire. Et c'est parce que justement nous apprenons de plus en plus à réaliser ce que c'est au niveau fondamental que peut-être les choses vont changer en bas. L'avenir, là aussi, ça se discute. Il n'existe pas un plan divin qui serait à mettre en place comme ça, quoi qu'il arrive, et nous, on n'a qu'à obéir parce que c'est comme ça. Non. Il y a une note clé, on appelle ça le dessein. Il y a un but très large, fondamental. On le définit généralement comme l'union esprit-matière. Ou bien l'humanité doit amener l'amour sur Terre. C'est très très large comme histoire. Alors, comment on va le faire? Comment on va s'y prendre? Quelles sont les urgences? Par quoi on va passer? C'est à nous tous de le décider. Vous voyez, il faut vraiment en finir avec l'idée d'un Dieu, d'un plan, d'un système, d'un maître qui décide tout seul. Ça, c'est notre tare du passé. C'est qu'on n'est pas encore arrivé à se débarrasser de ça par rapport à l'idée d'un Dieu transcendant. Un Dieu qui serait en dehors de son univers, qui aurait créé cet univers. On n'a pas encore suffisamment engrangé l'idée de Dieu immanent, de percevoir que finalement, mais Dieu est partout, il pénètre absolument tout son univers, il est en toutes choses. Et qu'en plus, nous, en tant qu'humanité, on n'est pas simplement humain, mais comme on l'a vu, on est un ensemble. On est à la fois quatrième et cinquième règne. On est dans ces deux éléments. C'est une histoire un peu bizarre, mais on est vraiment à la fois donc âme et à la fois humain. Et on dit que notre âme, elle participe au plan, elle connaît le plan, et que l'âme finalement, c'est peut-être le principal pouvoir qui peut faire advenir des choses dans le futur. Et donc, ce qu'il faut réaliser, c'est que on passe notre temps à prier Dieu, à demander Dieu, si vous voulez, s'il vous plaît, vous pouvez nous donner le plan. Mon Dieu, c'est quoi le plan, etc. Mais Dieu, c'est nous. On n'a pas encore compris que Dieu, c'est nous. C'est personne d'autre que nous. Alors bien sûr, partiellement, hein, parce qu'on est un Dieu en fractal. Dieu, c'est d'abord nous en tant qu'âme. Pas nous individuellement, hein, mais nous en tant qu'ensemble des humains. Et c'est vrai qu'après, en tant qu'humain, c'est vrai que on dépend de la planète, et la planète dépend des autres planètes, et on dépend du système, etc. Et après, c'est vraiment comme un système où tout est un organe d'un organisme, lui-même organe d'un organisme, lui-même organe d'un organisme, toujours plus grand, etc. Mais il faut qu'on réalise que finalement, ce pouvoir de faire advenir les choses, c'est nous. Qu'est-ce que vous voulez demander à Dieu? Mon Dieu, s'il vous plaît, mon Dieu, faites la paix sur terre. L'âme en nous. C'est à nous de le faire. On est là pour ça. Nous, en tant qu'âme, nous, en tant que Dieu, nous sommes là. C'est nous qui avons amené la guerre. Donc la moindre des choses, c'est que ce soit nous qui avons amené la paix. Qu'est-ce que tu vas aller embêter le logos solaire par rapport à ça? Ah oui, c'est vrai. Mon Dieu, amenez le partage sur terre. Mais c'est à nous de le faire. Qui c'est qui est égoïste et qui a créé une situation comme ça? Donc c'est à nous. Qu'est-ce que Dieu veut que ça devienne? Ah oui, c'est encore à nous. Eh bien, cherchez donc des prières qui dépendraient de quelque chose d'autre que nous. Il n'y en a pas. Parce qu'on n'a aucune idée du pouvoir que peut vraiment faire advenir le logos terrestre ou le logos solaire. On ne sait même pas. Et donc, généralement, tout ce qu'on demande généralement à Dieu, mais il faut se le demander à nous. Un peu plus d'amour, un peu plus de lumière, un peu plus de justice, un peu plus de partage, etc. Mais c'est à nous, en tant qu'âme. Nous sommes Dieu. Et ça, il faut qu'on le réalise complètement. Et donc, ce pouvoir qu'on attend, ce qui doit vraiment advenir sur Terre, ça doit venir de nous. Et de rien d'autre. Ah, et on fait comment pour ça? Ah ben pour ça, c'est vrai qu'il faut méditer. La méditation, ça va être vraiment le processus qui va nous permettre d'être dans l'intermédiaire entre Dieu en nous et nous, entre l'âme et l'humain,
il y a effectivement le processus de méditation. C'est pour ça que tout le monde insiste maintenant de plus en plus. C'est pour ça que la méditation est un procédé qui prend de plus en plus d'importance dans notre civilisation, parce qu'on se rend compte que finalement, si on veut être réellement au courant de Dieu, c'est nous. Croyez-vous en Dieu? C'est-à-dire, croyez-vous en vous? Ben, quelquefois, si on réfléchit vraiment, on va dire, ben non. C'est vrai que si je me dis, je suis âme, est-ce que je suis âme? Est-ce que je suis capable? Et puis voilà, est-ce que je contacte l'âme? Oui, on met toujours l'âme à l'extérieur. Bon, alors l'âme, j'ai un contact, alors l'âme ceci, l'âme cela. Mais c'est moi. Il faut s'identifier à cela. Et croire en soi, pas individuellement, mais croire en l'humanité Dieu. Nous sommes cela. Et souvent, ben, on peut croire en Dieu, c'est croire en nous. Croire dans cette capacité. Et l'amener par la méditation. Alors dans la méditation, il y a toute une progression par rapport à ça. On en reparlera en détail cet été, je crois. Mais d'abord, on pourrait dire qu'il y a 3 phases. La première phase de la méditation, celle qui est la plus répandue, que tout le monde connaît, qui se développe maintenant de plus en plus, et qui est forcément pas je veux dire, sans aucun rapport avec la religion, c'est simplement apprendre à faire silence en soi, apprendre à rentrer à l'intérieur de l'humain, et puis écouter qu'est-ce qu'il y a d'autre. C'est comme si j'essayais de voir, tiens, mais c'est quoi? Suis-je Dieu? Dieu existe-t-il? Puis-je rencontrer Dieu en moi? Qu'est-ce qu'il y a? Et voilà, le premier pas de la méditation, c'est simplement une ouverture sur quelque chose d'autre. Et puis lorsqu'on passe dans une deuxième phase, et que c'est plus précis, on dit oui, il me semble bien que j'ai appris à me concentrer, j'ai appris à maintenir un petit peu comme ça mon attention, je sens quelque chose d'autre. D'accord, quelles sont les qualités? Qu'est-ce que tu rencontres en termes de vie, d'amour, d'unité, de lumière, en termes de justesse, en termes d'harmonie? Qu'est-ce que tu peux rencontrer? Quelle est la nature de cet autre? Comment tu le perçois? Deuxième phase. Et j'y vois de plus en plus clair. Et puis enfin, il y a une troisième phase, c'est de mettre le mental. On appelle ça maintenir le mental dans la lumière. C'est très intéressant parce que dans les 2 premières phases, quelquefois on se méfie du mental. Souvent, quand on vous enseigne les premières phases, on dit attention, ne mettez pas le mental là-dedans parce que ça va tout vous troubler. Oui, effectivement, on parle naturellement du petit mental concret. Simplement, il faut simplement bien percevoir que le mental, c'est ce qu'on appelle le 6e sens. Le mental est exactement semblable, par exemple, au sens de l'ouïe. Comment est-ce qu'on pourrait définir un sens? Un sens, c'est tout simplement une fonction capable de percevoir des vibrations et de les transformer en informations. Donc, le sens de l'ouïe, c'est ce que ça fait. Lorsque je parle, là tout de suite, je ne suis pas du tout en train de faire des sons vocaux. Pas du tout. Je suis simplement en train de faire vibrer l'air avec mes cordes vocales. Et vous, comme vous avez un sens de l'ouïe, eh bien vous décodez ces vibrations et vous reconstituez les paroles au départ. Mais il n'y a rien. Un son, ça n'existe pas. Ça ne voyage pas comme ça. Même chose pour les autres sens. Même chose pour le mental. C'est pour ça que être sensible, ça comprend le mental. Et donc le mental, c'est aussi un sens qui perçoit des vibrations et les décode en informations. Tout dépend d'où viennent les informations. Or, la plupart du temps, dans ce qu'on appelle le petit mental ou le mental concret, eh bien, c'est un mental qui, tout simplement, ne fait que décoder les informations de l'émotionnel, de l'affectif, du plan des désirs, des plans physiques. Bref, le plan sur lequel on vit quasiment presque 24 heures sur 24. Donc, ça ne met que ça en route. Donc, effectivement, le mental, il n'est pas plus passionnant que ça. Ceci dit, il est logique, il est jusqu'au bout, il comprend les choses, il explique bien. Et il est très utile, par exemple, dans notre intervention pour savoir comment est-ce qu'on veut l'avenir. Si vous voulez travailler dans une municipalité, vous voulez travailler dans des associations, vous voulez travailler dans des discussions concernant l'éducation, concernant la guérison, ok, là, ce mental, il va vous être utile. Qu'est-ce que vous sentez? Qu'est-ce que vous en dites? Comment vous répondez à quelqu'un? C'est vrai que là, à ce moment-là, on est bien content d'avoir ce mental. Mais pour discuter de l'avenir et pour penser ensemble l'avenir à un autre niveau, là, il ne va plus du tout être capable de le faire. Pour ça, il faut donc apprendre par la méditation, à un moment donné, à débrancher son mental de ce qu'il perçoit en bas, faire silence, on appelle ça, et puis chercher à le mettre à l'écoute de ce qui se passe en haut.
à l'écoute de cette impression que l'on a. C'est pour ça que les 2 premières phases de la méditation sont tellement importantes avant de faire cette 3e phase. Découvrir qu'il y a quelque chose d'autre, découvrir des qualités, découvrir qu'il y a une vie au-delà de simplement de ce que je suis moi. Et c'est mettre ce mental à l'écoute de cet état vibratoire. Et alors, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on met le mental à l'écoute de Dieu, de nous, Dieu. Et alors, est-ce qu'à un moment donné, je vais avoir « Ah, tu l'as bien mérité, depuis le temps que tu médites, voici le plan. » Non. Alors ça, ne comptez pas dessus. Souvent, vous voyez, la réflexion principale de tous les gens qui débutent en méditation, c'est « Je médite comme il faut, hein, mais j'ai toujours rien. » Qu'est-ce que tu veux avoir? Ben, je sais pas, moi, un petit plan de Dieu, un encouragement, un petit coucou, ça va, ici ton maître, rien. Vous voyez, comme on met toujours les choses à l'extérieur. Vous voyez, dans ma réflexion, c'est comme si c'était pas moi, Dieu. C'est comme si moi, j'attends quelque chose de l'âme, que quelque chose me dise. Non, non, c'est moi. Il faut que je m'habitue à cet autre aspect. Il faut que je m'habitue à ça et que j'y mette mon mental. Et donc c'est pour ça que maintenir le mental dans cette clarté, dans cette lumière, dans cette unité, c'est l'amener progressivement à s'imprégner de ses qualités. Et alors, ah ben, à partir de là, il y a des choses qui vont se passer. À partir de là, il y a des choses qui vont descendre. Mais ne comptez pas sur des mots, ne comptez pas forcément sur des phrases dans un premier temps. Mais à force de s'imprégner, oui, il va se passer des choses. Mais est-ce que ça va me venir pendant la méditation? Pas forcément. Même la plupart du temps, au début, c'est en dehors de la méditation. C'est quand je m'y attends pas. C'est à des moments comme ça, c'est dans le quotidien. C'est dans une conversation, c'est sur place. Je me dis, d'un seul coup, je dis, j'ai jamais dit ça. Alors ça, c'est étonnant. On s'étonne nous-mêmes un petit peu de nos prises de position, de ce que l'on dit. Souvent, on ne fait pas le rapport avec la méditation. Mais c'est vraiment ça qui est intéressant, c'est-à-dire qu'on va s'apercevoir que le décodage de notre imprégnation se fait au contact des autres. Ça se fait au contact des autres. Et du coup, exactement comme nous l'avons décrit dans la première partie, bah, ça serait drôlement intéressant de se faire des réunions à nouveau. Non plus des réunions de quartier ou des réunions d'association pour discuter ensemble de ce qu'on veut, pour penser l'avenir concret ensemble, mais pour penser l'avenir abstrait ensemble, pour penser l'essentiel ensemble. Mais c'est quoi penser cet avenir ensemble? Comment est-ce qu'on peut faire? Bah, tout simplement en méditant. Dans ces futures réunions, parce que là, c'est vrai que ce n'est pas encore en train de se faire très très couramment, mais c'est quelque chose qui rentrera dans cette nouvelle éthique, eh bien, on se fera des réunions où systématiquement, on commence par une méditation. Systématiquement, on commence tous ensemble, et c'est une aide, c'est beaucoup plus facile de le faire ensemble que tout seul, eh bien, on commence à essayer de mettre ce mental dans l'écoute, dans le silence, chacun dans cette lumière globale, sachant que l'âme n'est pas individualisée. C'est vrai que d'un seul coup, parce qu'on est 2, on est 4, on est 5, on se fait une petite réunion, on est 10, on est 50, bah plus ça va, plus on est finalement dans cette unité d'âme. Et on s'imprègne. Alors on peut le faire 10 minutes, un quart d'heure. Quelquefois, quand on commence à être habitué, on peut le faire une demi-heure. On dit, ouais, moi, une demi-heure, moi je tiens pas. Moi, au bout de 3 minutes, je redescends. C'est pas grave. Tu remontes. Et là aussi, il y a une espèce de mirage qu'il faudrait croire que la méditation, c'est tenir. Puis quand je suis redescendu, bah tant pis, j'arrête. Bah non, tu es redescendu, tu remontes. Bah tu remontes. Tu remontes. C'est tout. Et donc, plus vous le faites de temps, plus vous allez maintenir le coup. C'est tout, c'est mathématique. C'est aussi simple que ça. Et puis à la suite de quoi, ben, on pourrait dire, bon ben voilà, bon ben, on n'a rien. Sauf que ce qui est intéressant dans la méditation, c'est pas d'avoir des choses mentales, c'est ce que vous vivez. Qu'est-ce que vous avez vécu? Je vous ai dit que dans la méditation, le premier élément important, c'était finalement qu'est-ce que vous percevez comme qualité? Qu'est-ce que vous vivez comme qualité? Si vous vous sentez vous-même un peu quelque peu divin, qu'est-ce qui se passe? Et là, bah, il y a des choses qui vous viennent, mais c'est des choses qui sont des bribes. Ce sont des choses qui sont très... Ce n'est pas des phrases. En tout cas, ce n'est pas une phrase qui vous paraît sensée, ou ce n'est pas une explication, ou c'est quelque chose dont vous n'êtes pas sûr. Il m'est venu ça, mais qu'est-ce que ça vaut? Et vous voyez, et c'est là qu'il faut s'y mettre dans la tête que ce genre de réunion, il faut revoir complètement toute la façon de l'envisager. C'est plus comme les réunions avec des facilités de communication, comme ça c'était le minimum. C'est des réunions dans lesquelles il va falloir se défaire d'une espèce d'habitude que l'on a, qui est de vouloir
parler d'une manière claire et intelligible et d'expliquer les choses aux gens. Donc je prends la parole parce que je voudrais vous dire que moi, dans la méditation particulièrement, eh bien j'ai ressenti ça, j'ai vu ça, etc. Et donc je pense qu'il faut faire ça par rapport à ça, etc. Bon. Et du coup, quand vous avez 2-3 phrases comme ça, si vous avez un qui dit... Et d'ailleurs, j'ai lu dans un bouquin que le tibétain dit que... vous, si vous n'avez pas jamais lu du tibétain, si vous n'êtes pas venu une phrase claire, vous dites, moi, dans ce genre de réunion... Pourquoi? Parce que moi, ce qui m'est venu, c'est simplement un mot. Si je devais dire ce que j'ai vécu, c'est clarté, c'est amplitude. Je ne sais même pas, moi, ce que ça veut dire, ce qui m'est venu, amplitude. Alors, tu te rends compte que je ne vais pas en parler. Ah oui, mais ça va pas du tout. Parce que justement, ce qui est intéressant, c'est que nous, les dieux, nous sommes comme dans un gigantesque puzzle. Ça veut dire que si on travaille dans une petite réunion, que vous soyez 4, 5, 10, 15 ou 50, c'est comme si on pouvait avoir reçu ensemble eh bien, une toute petite partie d'un image, peut-être d'un ensemble, une petite idée du plan. Mais cette petite idée du plan, nous en avons chacun un fragment. Et c'est finalement en mettant ensemble nos fragments que ça va commencer à dessiner une image. Et donc si je dis que moi, mon fragment, il me paraît tellement... Moi, j'ai eu amplitude, c'est vous dire, j'ose pas le dire. Ah oui, ben d'accord, il va manquer une petite pièce dans le puzzle. Et ce qui est intéressant, c'est justement que ce que disent les uns ou les autres, eh bien, ça va faire réagir d'autres personnes. Finalement, même si quelqu'un dit quelque chose, puis il dit non, mais moi, c'est complètement le contraire. Tiens, ah oui, c'est le contraire. Ben voilà, ça m'a fait comprendre quelque chose. Et donc, vous voyez, c'est vraiment, il faut se défaire du formatage, parce qu'on a été formaté, qui consiste à dire je ne prends la parole en public que si j'ai quelque chose de sensé, une vérité, quelque chose qui se tient, quelque chose dont j'ai pas honte. Mais donc dire en public quelque chose que j'ai vécu, je ne suis même pas sûr que ça soit ça. C'est juste un mot, et moi-même je ne sais pas ce que ça veut dire. Non, je ne vais pas le dire. Eh bien, on n'avancera pas. Et, vous voyez, et c'est ça les nouvelles règles justement par rapport à ce nouveau travail de groupe de méditation, c'est que chacun doit pouvoir mettre en place justement des fragments. Et si moi je ne sais pas ce que ça veut dire, peut-être que ça va éveiller d'autres personnes dans le groupe qui eux disent ah mais oui tiens ça c'est le mot que je cherchais. Ça moi je vois très bien quoi en faire. Et c'est ensemble qu'on peut faire avancer les choses. C'est pour ça que ça fait 2 mois que je vous parle un petit peu de ce processus de travail de groupe. En vous disant dans une discussion habituelle, on cherche toujours à entendre et à bien comprendre ce que dit chacun. Et on a vu qu'en conscience individuelle, eh bien, la parole d'un tel est importante. On voit bien, par exemple, encore dans notre société, combien ce que va dire le président, ou ce que va dire machin, ou ce que va dire truc, ou ce que va dire bidule, ou la parole d'un scientifique. Ah, tu as vu sur Internet, il y a un scientifique qui a pris la parole comme ça. C'est très important. Bref, c'est toujours des polarités, des gens qui savent, qui ont le pouvoir, et que c'est comme ça. Est-ce que c'est comme ça qu'on va construire notre avenir? Certainement pas. Ça, c'est le monde actuel. C'est ceux qui savent. Et je vous disais, c'est même pas des associations. C'est même pas une parole d'association, une parole de groupe comme ça, qui veut dire on s'est bien réunis puis on a pondu ça. Non, non. La conscience d'ensemble qui est à surgir, elle doit naître de l'interaction. Je vous ai parlé un petit peu de l'entre-deux. En vous disant, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une autre façon de parler, une autre façon de prendre la parole, plus spontanée, une façon où on cherche simplement à livrer ce qu'on a vécu. Voilà, c'est tout. En sachant que ça va faire quelque chose. Et en même temps, il faut qu'on ait aussi une autre façon d'écouter. Parce que si j'écoute d'une manière normale, la personne qui dit « moi j'ai eu amplitude ». Moi, si j'écoute avec mon temps concret, c'est totalement nul. Il ferait mieux de la fermer, celui-là, plutôt que de dire « Et lui, ah, c'est intéressant ce qu'il dit. Non, t'as vu, c'est intéressant ce qu'il a dit à la réunion. » Et l'autre, à côté de la plaque. Non, tais-toi. C'est sûr que si j'écoute comme ça, c'est même pas la peine. Il n'y a rien. Et donc, même si j'écoute avec attention, c'est bien, tu as dit amplitude. Ouais. Oh, c'est bien, tu as dit. Ouais. C'est aussi nul. C'est donner toujours autant d'importance, vous voyez, à chacun. Ce qui va être important, c'est d'écouter qu'est-ce qui se passe dans l'interaction. Le fait que, qu'est-ce qui se passe quand chacun dit ça, dit ça, dit ça, qu'est-ce qui est en train de se créer dans l'interaction de tous. Les solutions d'avenir du point de vue du groupe sont dans l'interaction. Déjà, il y a quelques dizaines d'années, Castaneda l'enseignait. C'est pour ceux qui ont connu ça, les livres de Castaneda. Il enseignait à Don Juan, ne regarde jamais les choses, regarde toujours entre deux, c'est là qu'est la solution. Regardez entre. Il faut écouter entre.
Toucher entre. Chaque fois qu'on a le regard, l'écoute focalisée sur une personne, un élément, fut-il important, on redonne de l'importance à cet élément. Apprendre à regarder entre, à écouter entre, à voir qu'est-ce qui naît de l'interaction de chacun est beaucoup plus important que de retenir ce que chacun a dit. C'est une nouvelle écoute. Et c'est une nouvelle façon, effectivement, à nouveau de penser cet avenir. C'est pour ça, vous voyez, c'est ce que nous cherchons à faire dans la troisième partie de nos rencontres, où finalement, contrairement à d'habitude, où on aurait plutôt tendance à dire on va poser des questions au conférencier, là on s'en fout du conférencier. Il est juste là pour nous donner une petite note clé, il est juste là pour dire tiens c'est intéressant qu'on s'interroge là-dessus, et essayer de créer quelque chose. À partir de là, ce qui va être intéressant, c'est comment nous on médite là-dessus. Ce qui va être intéressant, c'est qu'est-ce que nous en faisons. Comment est-ce que chacun d'entre nous, avec cette note qui nous a unifiés, comment est-ce que tous ensemble on peut rejoindre quelque chose de ça et vivre quelque chose ensemble. Et à partir de ça, eh ben, voilà, comment est-ce qu'on peut mettre nos petites pièces de puzzle les unes avec les autres, ensemble, de manière à faire surgir quelque chose. Alors, beaucoup de gens sont souvent déçus, mais il n'en est rien sorti ce soir. Ça, c'est le mental concret qui reprend ses droits. Moi, en tout cas, ça ne m'a rien appris. Mais c'est pas là pour ça. On n'est pas là pour apprendre des choses personnellement. Je veux parler de dons tout à l'heure. Dès qu'on veut travailler justement dans cette nouvelle façon d'écouter, cette nouvelle façon de concevoir l'avenir, de penser ensemble l'avenir, il faut se donner à cette fonction. Et donc ça veut dire que j'arrête de vouloir récupérer quoi que ce soit. Donc c'est sûr que c'est décevant. Et si je ramène mon mental concret, alors en conclusion, qu'est-ce qui s'est dit? Laisse tomber. Alors attends, il n'y a pas de conclusion, il n'y a pas de... Bah non. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a surgi de l'interaction? Et quelquefois, c'est vrai qu'il y a des groupes qui s'essayent à ça. Et il faut de la patience. Parce qu'il y en a qui, effectivement, au bout d'un an, où ils se réunissent tous les 15 jours ou tous les mois, ils disent, ben, je sais pas, moi, il n'y a rien. Oui, il n'y a rien de concret. Peut-être qu'il y a quelques idées comme ça, mais c'est un petit peu décevant. Mais c'est un travail de longue haleine, parce que c'est vraiment réapprendre complètement à être Dieu dans des corps humains. Et ça ne se passe pas comme ça du jour au lendemain. Autre parole, autre contact, autre imprégnation, autre mise en œuvre. Et donc c'est forcément quelque chose qui est un boulot qui demande vraiment de la patience. Et surtout qui nous demande, c'est ce qu'on dit souvent quand on parle de méditation, ne pas attendre de résultats. C'est toujours l'individu, c'est toujours le mental concret qui attend des résultats. Ça, si on veut vraiment penser ensemble l'avenir, il ne faut surtout pas attendre de résultats. Ils viennent forcément, mais c'est certainement pas là où on les attend, et c'est certainement pas ceux qui seraient récupérés par le mental concret. Voilà pourquoi c'est intéressant, vous voyez, de voir que penser ensemble l'avenir, c'est avant tout se penser ensemble. Se penser ensemble, s'entendre ensemble, percevoir ce qui se passe de ce point de vue-là. Voilà donc notre nouvel élément vers une nouvelle éthique. Vous voyez, donc, il y a deux aspects ce soir. Et naturellement, l'un est le reflet de l'autre. J'ai commencé par le reflet, j'ai fini par l'origine. Et c'est vrai que plus nous percevons cette nécessité d'être dans cette nouvelle fonction divine, plus on perçoit que Dieu c'est nous, plus on perçoit que le plan c'est quelque chose qui se fait avec nous, que nous travaillons tous ensemble à élaborer les plans de la planète Terre, y compris au niveau le plus spirituel ou au niveau le plus élevé, que c'est toujours une collégialité. Les âmes ensemble, les planètes ensemble, les étoiles ensemble, et les galaxies ensemble. Plus on perçoit ça, et plus finalement, même si c'est encore tout timide, il est évident qu'on va tendre à le reproduire aussi sur cette terre et à percevoir que penser l'avenir concret ensemble, il faut aussi le faire. Et plus nous le percevons globalement, plus ça se fera effectivement, donc précisément, concrètement. Voilà pourquoi c'est vraiment intéressant de percevoir que c'est une des idées clés de l'avenir, pour que vraiment adviennent des choses dont nous sommes tous responsables et non pas des choses que nous attendons qui viennent comme ça de je ne sais où. Voilà. Et je vous propose une petite méditation sur ce sujet.